Première vidéo en génétique, d'une longue série d'ailleurs, où on corrigera tous les TD et on fera quelques annales en vidéo. Du coup, on va commencer par le TD1 qui consiste à la conception d'une banque d'ADN génomique à partir justement d'un génotype d'un virus. Du coup, on nous présente premièrement un vecteur, c'est-à-dire un plasmide, qui nous permettra justement de constituer notre banque d'ADN génomique. On peut repérer plusieurs éléments qui sont importants. Premièrement, on aura BLA, gène BLA ici, qui constitue la résistance à un antibiotique. Ensuite, on aura le gène REP, qui sera l'origine de réplication, permettant ainsi de pouvoir répliquer plusieurs fois notre plasmide. On aura le MCS, c'est-à-dire Multi-Cloning Site. C'est le site où on aura tous les sites de restriction qui serviront notamment pour les clivages via l'enzyme de restriction. Et enfin, on a le gène LACZ qui code pour la bêta-galactosidase. On peut voir que une fois qu'on a fait une digestion de notre génome du bactériophage par l'enzyme de restriction bas machin, on a eu plusieurs fragments de différentes tailles. On a eu un premier fragment, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. D'après le nombre de bandes observées, combien y a-t-il de sites de restriction bas machin dans le génome du bactériophage delta? Déjà, première chose à faire, il faut savoir si justement notre génome de bactériophage est un ADN circulaire ou bien un ADN double brun. Et là, en l'occurrence, c'est un ADN circulaire. C'est-à-dire que dans le cas d'un ADN circulaire, on a obtenu 6 fragments au total. C'est-à-dire qu'on a coupé une fois, mais lorsqu'on coupe une fois, on a quand même un seul fragment. On coupe une deuxième fois pour avoir 2 fragments, une troisième fois pour en avoir 3, quatrième fois pour avoir 4 fragments, une cinquième fois pour avoir 5 fragments, et une sixième fois pour avoir 6 fragments. Du coup, on peut les numéroter, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, et enfin numéro 6. Et si par contre on aurait été dans le cas avec le cas d'un ADN linéaire justement, c'est-à-dire sous cette forme-là, si on aurait coupé une seule fois, on aurait eu 2 brins cette fois. Si on aurait coupé 2 fois, on aurait eu trois fragments. C'est-à-dire que pour obtenir 6 fragments, comme dans notre électrophorèse ici, on aurait dû couper une, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on aurait dû couper 5 fois pour avoir 6 fragments. Donc du coup, pour répondre à la première question, d'après le nombre de bandes observées, combien y a-t-il de sites, machin, dans le génome du bactériophage delta? Et ben on a vu que justement, il y en avait un, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 6 sites de restriction pour les 6 fragments obtenus en électrophorèse. Complétez la figure 2 en indiquant la taille de toutes les bandes observées. On peut voir que dans la première colonne, on nous donne un indicateur de taille et on peut tout simplement ajouter. Par exemple, ici, on aurait 1 kilopaire de base, 2 kilopaires de base, 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Et après, pour ajouter les tailles, vous avez simplement à comparer avec la colonne de gauche. Pourquoi est-il important de digérer le vecteur avec la même enzyme de restriction que celle utilisée pour digérer l'ADN génomique du bactériophage delta? Alors, il faut savoir que chaque enzyme de restriction coupera d'une certaine manière. C'est pour ça que lorsqu'on va couper notre vecteur, justement, notre vecteur PUC19 avec une enzyme de restriction, ici en l'occurrence, machin, il est primordial de couper notre ADN génomique du bactériophage avec la même enzyme de restriction. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, on aura un motif spécial, un motif spécifique. Et ce motif-là, on peut le retrouver non seulement sur notre vecteur, mais à la fois sur le génome du bactériophage clivé. Et c'est justement parce que
on a utilisé la même enzyme de restriction dans nos 2 structures, que justement, ils pourront s'assembler par, principe de complémentarité. Donc pour résumer, pourquoi il est important de digérer le vecteur et l'ADN génomique du bactériophage delta avec la même enzyme de restriction? Tout simplement par principe de complémentarité. Est-il possible de cloner tous les fragments obtenus après digestion de l'ADN génomique du bactériophage delta? Ici, la réponse à cette question, c'était oui, tout simplement parce qu'il sur notre vecteur, je rappelle, il y avait, le gène REP qui permet, la réplication. Quelle est l'activité enzymatique de la phosphatase? Revenons sur notre plasmide. Après avoir clivé, on aura des extrémités 5' et 3'. Les 5' auront un phosphate et les 3' auront OH. Sauf que en face, c'est-à-dire dans le côté opposé, c'est-à-dire ici, on aura également 5' et 3' OH. Et justement, le fait qu'il y ait des phosphates, ça va inciter notre plasmide à se refermer sur lui-même, à renouer la liaison et à ainsi se fermer sans avoir incorporé le génome du bactériophage. Et c'est justement ça qu'on veut éviter. On veut empêcher notre plasmide de se refermer sur lui-même en étant vide. Et quel est le rôle de l'ADN ligase? Comme son nom l'indique, c'est tout simplement de pouvoir permettre la liaison entre le génome du bactériophage, ici, avec justement notre vecteur. Pour quelle raison est-il important de traiter le vecteur avec la phosphatase? On l'a expliqué dans la question 5, c'est tout simplement euh, pour éviter que notre vecteur se referme sur lui-même et ainsi ne pas construire notre banque d'ADN génomique. Combien de types de produits différents de réaction seront obtenus à l'issue de cette réaction de ligation? On aura 2 types de produits. On aura d'une part des vecteurs qui auront complètement incorporé notre ADN génomique, c'est-à-dire qu'ils sont de cette forme-là, avec l'ADN génomique qui se trouvera ici. Ça, c'est notre premier type de produit et on aura un deuxième type de produit qui sera tout simplement des vecteurs vides qui ne seront pas recombinés avec, des vecteurs avec, l'ADN génomique, pardon. Après incubation, les produits de la ligation sont utilisés pour transformer des bactéries compétentes d'Escherichia coli, qui sont sensibles à l'ampicilline, très important, et dépourvues du gène LAC-Z. Les bactéries transformées sont ensuite étalées sur un milieu riche et gélosé contenant de l'ampicilline et un substrat chromogène de la bêta-galactosidase, le X-gal. Celui-ci est transformé en un produit bleu sous l'action de la bêta-galactosidase. Alors, on va décortiquer partie par partie ce paragraphe parce qu'il est très important. Premièrement, on a pris nos 2 types de vecteurs et on les a fait incuber en présence de bactéries. Ces bactéries-là, elles sont sensibles à notre antibiotique et elles ne synthétisent pas la bêta-galactosidase et donc elles n'ont pas le gène LAC-Z, tout simplement. C'est-à-dire que nos 2 produits ici, on les a mis en présence de bactéries. C'est-à-dire qu'on obtiendra 3 types de produits en fin de compte. On aura des bactéries vides, des bactéries qui contiennent le vecteur mais vides et des bactéries qui contiennent le vecteur, mais cette fois recombinés. Maintenant, on va pouvoir écrire le phénotype de chaque bactérie. Cette bactérie, c'est-à-dire la bactérie toute seule, comme on l'a dit, on va la noter AMPS. Pourquoi AMPS? Parce que justement, elle est sensible à l'ampicilline, étant donné qu'elle n'a pas la résistance qui aurait pu être conférée par le plasmide. Et on met LAC-Z-. Pour ce qui est de la deuxième variété de bactéries, c'est-à-dire la bactérie avec le vecteur vide, on va la noter AMP R pour résistante à l'ampicilline. Pourquoi? Parce que je rappelle, le vecteur contenait le gène BLA et donc partage sa résistance à l'ampicilline à la bactérie. Et aussi, il a le LAC-Z. Donc, LAC-Z+. Maintenant, pour le troisième type
de bactéries. On a AMPR et il faut savoir que justement notre, génome du bactériophage s'est inséré au même endroit que la région de LAC-Z, rendant ainsi la LAC-Z inopérante et donc pas de production de bêta-galactosidase. Donc on écrit LAC-Z-. Voilà. Quels éléments du vecteur sont importants pour assurer la multiplication des bactéries sur le milieu utilisé? Bien, comme on l'a dit, c'est l'origine de réplication REP. Justifier l'utilisation du X-gal. Alors revenons sur notre schéma précédent. On a mis nos trois bactéries en présence de X-gal. Non, premièrement, on les a étalées dans un milieu en présence d'ampicilline. C'est-à-dire qu'on a fait notre premier filtre. Et à quoi sert notre premier filtre? Parce que je le rappelle, le but de ce TD-là, c'est d'obtenir notre banque d'ADN génomique. C'est-à-dire d'obtenir des bactéries ayant comme seul contenu un vecteur recombiné et non pas un vecteur vide. Donc, on se retrouve là avec trois types de bactéries. Une, deux et trois. Et le but, c'est de garder uniquement la troisième. Donc, comment on va faire? On va mettre toutes nos bactéries en milieu d'ampicilline. C'est-à-dire que la bactérie non transformée, c'est-à-dire celle qui aura incorporé ni le vecteur vide ni le vecteur recombiné, disparaîtra tout simplement parce qu'elle est sensible à l'ampicilline. Maintenant, on va mettre du X-gal. Et le X-gal, dans l'énoncé, on nous disait que lorsqu'il était clivé par la bêta-galactosidase, ça formait des colonies bleues. Et lorsqu'il n'est pas clivé par la bêta-galactosidase, c'est-à-dire que lorsqu'il ne se passe rien, ça donne des colonies blanches. Donc, dans notre deuxième type de bactérie, vu que l'ACZ est opérant, c'est-à-dire qu'il va cliver le X-gal, et donc ainsi donner des colonies blanches, bleues, pardon. Tandis que pour notre troisième type de bactérie, on a l'ACZ qui est inopérant. Donc, pas de bêta-galactosidase, et pas de clivage du X-gal, ce qui nous donnera ainsi des colonies blanches. Voilà tout l'intérêt d'utiliser du X-gal. Ça nous permettra justement de distinguer, d'une part, les bactéries qui auront incorporé un vecteur vide, et d'autre part, les bactéries qui auront incorporé un vecteur recombiné. Ce qui nous permettra justement de choisir le troisième. Quel est le phénotype des colonies qui constituent cette banque? Bah, comme on l'a dit précédemment, leur phénotype ce sera AMPR, pour résistante à l'ampicilline, et blanche, parce que ça donnera des colonies blanches étant donné qu'on n'utilise pas le X-gal. 8 colonies, c'est-à-dire les colonnes ici, ou plutôt ici à ici, ont été obtenues. C'est-à-dire on a les 8 colonies de ce phénotype qui ont été récupérées et mises en culture en milieu liquide afin de pouvoir réaliser une extraction plasmidique. Les plasmides obtenus sont ensuite digérés avec l'enzyme de restriction BAM-H1. Le résultat de la séparation par électrophorèse en gel d'agarose des produits de digestion est présenté en figure 4, c'est-à-dire l'électrophorèse juste en bas. Le produit de la digestion par l'enzyme de restriction BAM-H1 du génome du bactériophage delta et celui du vecteur PUC19 natif sont également présentés comme contrôle. Alors il y a plusieurs choses à étudier ici. Premièrement, dans la première colonne, on nous donne un indicateur de taille allant de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Sur la deuxième colonne, on a tous les fragments obtenus euh, du bactériophage delta après digestion par l'enzyme de restriction. Et ça, je pense que vous avez remarqué, mais c'est littéralement l'électrophorèse qu'on a vu au début du TD. Ensuite, on a PUC19. Et PUC19, c'est qui? C'est notre vecteur. C'est notre vecteur, c'est notre plasmide. Et on voit que on a utilisé le même vecteur pour chaque colonie. Et ici, on a des fragments de différentes tailles. On a un fragment comme ça, un fragment comme ça, un fragment comme ça. Hop. Et vous voyez qu'on a au total 8 fragments.
Alors du coup, pour la dernière question, la question 12, le profil de digestion bas machin permet-il de déterminer de manière certaine le fragment inséré dans chaque plasmide? Est-ce qu'on peut dire que la banque d'ADN génomique est complète? Alors on voit que justement on a des fragments de tailles diverses et on retrouve bien l'intervalle qui se trouve ici pour notre fragment. Cet intervalle, on la retrouve à travers les différentes colonies ici. Sauf qu'il y a un fragment ici qui est au-delà de 10 kilos paire de base, qui n'est présent dans aucune colonie. Donc on peut considérer que notre banque d'ADN génomique est partiellement complète, étant donné que, certes, on a la majorité de nos fragments du bactériophage delta, mais il nous manque le plus gros. Voilà, c'est tout pour cette correction.